Alors moi, je rappelle simplement à M. Bruno Retailleau qu'avant de donner des leçons à l'Algérie, il devrait regarder un peu les livres d'histoire et voir que la France, en 1945, non seulement a fait condamner, exécuter un grand écrivain qui s'appelait par exemple Robert Barzillac, c'était le 6 février 1945. Bref, pour reprendre une formule du général de Gaulle qui disait que le talent est un titre de responsabilité. Et apparemment, Bruno Retailleau ne lit pas assez ces classiques. Donc c'est la République qui a massacré les ancêtres de M. Bruno Retailleau. Et aujourd'hui, ce même Vendéen, ce même descendant des victimes de la République française est devenu un ministre de la République française. Donc quelque part, il fait la même erreur que les Israéliens qui veulent faire payer les massacres dont ils ont fait l'objet de la part de l'Allemagne nazie en massacrant eux-mêmes les Palestiniens qui ne sont pas responsables de la Shoah ni du génocide des 6 millions de Juifs en Europe. Donc, M. Bruno Retailleau, en tant qu'ancêtre des Chouans, en tant qu'ancêtre des Vendéens, veut se venger sur le musulman alors que c'est la République française qui a massacré les 200 000 Chouans. Ce ne sont pas les musulmans. Boualem Sansal n'est pas dans une prison algérienne. Il est dans une section pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha à Alger. Croyez-moi que s'il était en prison, au bout de 5 minutes, il ne serait plus vivant. Car vous connaissez l'état d'esprit algérien, ils acceptent tout sauf la trahison. Et aujourd'hui, Boualem Sansal est considéré comme un traître à la nation algérienne. Quand on entend un ancien juge antiterroriste qui s'appelle Mark Trevidic, qui dit qu'il serait heureux si il y avait un renversement de régime algérien, et comme par hasard, personne n'a porté plainte contre lui. Donc les propos qu'il a tenus sont absolument condamnables et inacceptables, surtout de la part d'un homme qui a été payé par l'État algérien, qui était haut fonctionnaire du ministère de l'Industrie algérien. Comment on peut accepter qu'un homme qui a bénéficié de la confiance de l'État algérien, des institutions algériennes, ait pu tenir des propos aussi scandaleux? Le parti de Marine Le Pen a le pouvoir de maintenir ou de tuer tout gouvernement de coalition. Il suffit que le Rassemblement national de Marine Le Pen vote une motion de censure et il n'y a aucun gouvernement français qui pourra résister jusqu'en 2027. Aujourd'hui, sur 192 pays, il y a 145 pays qui reconnaissent, qui sont prêts à reconnaître la création d'un État palestinien. Mais tant que vous n'avez pas l'accord des 5 grands, c'est-à-dire États-Unis, Russie, Chine, Angleterre, France, il n'y aura jamais d'État palestinien. Et moi qui connais très bien les États-Unis d'Amérique, sachez que tant que le Hamas sera à Gaza, je dis bien, jamais les États-Unis ne reconnaîtront un État palestinien. Louis Sarkozy voulait s'engager dans les marines américaines, c'est-à-dire dans l'armée américaine. Mais vous savez que pour être accepté dans l'armée américaine, il faut avoir uniquement une seule nationalité, c'est-à-dire la nationalité américaine. Et Louis Sarkozy n'a pas eu le courage qui était de renoncer à sa nationalité française. Donc Louis Sarkozy est un raté, à vrai dire. On se souvient que c'est à cause de l'ancien président, M. Nicolas Sarkozy, et de l'intellectuel Bernard-Henri Lévy que la Libye a été complètement dévastée, détruite. Le Hamas est un mouvement de résistance qui, oui, a commis un acte terroriste le 7 octobre 2023, mais ce n'est pas parce que le Hamas a commis cet acte terroriste le 7 octobre 2023 que l'ensemble du peuple palestinien, et en particulier à Gaza, est terroriste. Oui, le peuple de Gaza est un peuple de victimes du génocidaire Benjamin Netanyahou. Et en cela, il faut saluer la démarche de M. Émeric Caron, qui est là pour donner un visage à ces victimes du génocidaire Benjamin Netanyahou. Jean-Michel Apathy a dit ce que beaucoup pensent tout bas aujourd'hui. Rappeler que l'armée française a commis les mêmes crimes génocidaires que l'Allemagne nazie ou l'armée de Benjamin Netanyahou, c'est pas audible, ça ne se dit pas. Car aujourd'hui, il faut simplement dire que le Hamas est terroriste. Il faut surtout pas dire que l'armée française a commis des crimes abjects, un crime contre l'humanité. Les routes en Algérie, les hôpitaux en Algérie, les belles demeures en Algérie, les belles façades en Algérie, c'était uniquement pour le million de colons. C'était pas pour les 9 millions d'indigènes. Car je vous rappelle que la République française, sous la houlette de Jules Ferry, avait mis en place en 1881, 82, etc., le code de l'indigénat. Les Algériens étaient considérés comme des indigènes, c'est-à-dire au même niveau que des animaux. Bonjour Rachid Nekaz et merci d'être présent sur le quotidien du peuple. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques phrases pour ceux qui ne vous connaissent pas encore?
Salam Rouya Ramzi, merci beaucoup pour votre invitation donc sur votre chaîne Le Quotidien du Peuple. Alors, pour me présenter sommairement, donc je m'appelle Rachid Nekaz, je suis donc algérien 100%. Du côté de ma mère, je suis de Béjaïa, du côté de mon père de Chlef, à la fois donc l'est du pays et l'ouest du pays. Je suis né en France, en région parisienne, pas très loin de l'aéroport d'Orly, donc à Villeneuve-Saint-Georges. J'ai fait des études à la fois d'histoire et de philosophie. J'ai publié 6 ouvrages, dont un livre entretien avec les 7 chefs d'État du G7 qui s'appelle Millenarium, quel avenir pour l'humanité. Ici, c'est avec le président américain Bill Clinton. À l'âge de 25 ans, j'ai lancé ma première entreprise d'abord dans les nouvelles technologies avec un partenaire et ami indien. Et ensuite, donc, je l'ai revendu et j'ai réinvesti cet argent-là dans l'immobilier, principalement en France. Et ensuite, lorsque mon père est tombé très gravement malade, mon père qui avait participé à la révolution algérienne avec mon oncle, donc Djilali Chebboub Rabbi Rahmou, il m'a fait faire une promesse d'essayer de faire quelque chose pour l'Algérie. C'était en janvier 2011. J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, puisque vous savez, dans notre culture nord-africaine, lorsqu'on donne sa promesse à son papa, ben, il faut la respecter. Et c'est ainsi, après mûre réflexion, que j'ai décidé de me porter candidat à la candidature aux élections présidentielles algériennes d'avril 2014. Mais pour cela, il y avait un préalable. Il fallait renoncer à ma nationalité française. C'est ce que j'ai fait en écrivant une lettre au président François Hollande le 14 juillet 2013. Et 40 jours plus tard, c'est-à-dire le 22 août 2013, j'étais officiellement plus français, c'est-à-dire 100% algérien. Donc, pour mettre fin aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, je ne suis pas américain, je ne suis plus français, j'ai simplement un visa américain de 2 ans qui est renouvelable. Et en France, j'ai simplement un récépissé de renouvellement de titre de séjour qui a une validité de 3 mois qui est renouvelable à chaque fois. Et la préfecture de Créteil, dont je dépends, refuse de m'accorder un titre de séjour de 10 ans. Donc voilà, brièvement, qui je suis. Et je pense qu'on aura le temps de parler de mes détentions à la fois en Algérie et en France, et du combat pour les libertés fondamentales, notamment en France, et dans les pays musulmans, notamment, j'ai mis en place un fonds d'1 million d'euros pour payer les amendes des femmes qui portent librement le niqab dans 8 pays européens. Mais en même temps, j'ai défendu la liberté des femmes qui refusaient de porter le voile à la fois au Soudan et en Iran, où je me suis rendu le 8 mars 2018 et j'ai réussi à faire libérer 29 femmes qui avaient été emprisonnées parce qu'elles avaient décidé de retirer le voile dans l'espace public. Bref, je suis un vrai défenseur de la liberté, quel que soit le pays et quelle que soit la religion de ce pays. Alors moi, je vous ai connu à l'époque où vous aviez eu de violents clashs avec Nadine Morano, député LR qui fait partie de la même famille que Bruno Retailleau, au sujet des femmes en burkini sur les plages de Cannes. Vous avez décidé à l'époque de payer les amendes de ces femmes verbalisées et ça avait rendu furieuse Nadine Morano. Alors c'est vrai. L'événement que vous évoquez, c'était donc en octobre 2016. Je m'étais rendu donc à la ville de Nadine Morano pour payer d'abord une amende concernant une femme qui avait décidé de porter le niqab librement. Alors, il faut savoir que toutes les femmes qui portent le niqab en France le portent librement. Il n'y a ni leur papa, ni leur frère, ni leur père qui les oblige à le porter. Et Nadine Morano m'avait interdit d'accéder à la trésorerie. Et donc, Nadine Morano a très mal pris le fait que la police m'ait autorisé à payer cette amende dans cette trésorerie. Et Nadine Morano s'est vengée. Je vous rappelle que Nadine Morano était une ancienne ministre de Nicolas Sarkozy et députée européenne. Elle a déclaré officiellement qu'elle demandait le blocage de tous mes comptes bancaires et que je sois interdit d'accès sur le territoire français. Ben, figurez-vous que ces recommandations ont été entendues par le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelait Bernard Cazeneuve. Et c'est Bernard Cazeneuve, suite aux recommandations de Nadine Morano, qui a décidé de porter plainte contre moi pour fraude fiscale. Donc, ils ont inventé toute une affaire de fraude fiscale absolument insensée qui ne reposait sur rien. Et notamment à cause du général français Denis Favier, qui était à l'époque en 2013-2014 le patron de la gendarmerie nationale française et ensuite le vice-président du groupe Total, qui a obligé des locataires d'un immeuble que je gérais à Choisy-le-Roi, en les menaçant de poursuites judiciaires ou militaires s'ils ne répondaient pas aux convocations. Et c'est ainsi que cette gendarmerie française, sous la houlette du général Denis Favier, a obligé ses locataires à porter plainte contre moi.
Et donc, il y a toute une cabale judiciaire qui a été montée contre moi. Et la France, la justice française, a attendu que je sois emprisonné en Algérie à partir du 4 décembre 2019 pour me condamner par défaut à 18 mois de prison, me saisir tous mes biens, bloquer tous mes comptes et m'interdire à vie de faire du business. En clair, ce qui était recherché par les autorités françaises, c'est que je ne paye plus les amendes des femmes qui portaient librement le niqab dans 8 pays européens. Et donc, en 2016, j'avais fait la même chose à Cannes, où j'avais lancé une opération qui s'appelait Toutes en burkini. J'avais mis les photos de Nadine Morano et de Marine Le Pen en burkini. Et lorsque je me suis rendu à Cannes avec 9 femmes qui ont décidé de porter le burkini, nous avons été arrêtés par la police française. Mais comme vous me connaissez un petit peu, je prévois toujours un plan B. Il faut savoir que j'avais loué donc 9 chambres, un hôtel de luxe s'appelle l'hôtel Majestic, et cet hôtel de luxe avait une plage privée. Donc malgré l'interdiction préfectorale de nous baigner en burkini, ils ne pouvaient pas nous interdire de nous baigner en burkini dans la plage privée de l'hôtel Majestic. Et quand les autorités françaises avaient vérifié que j'avais vraiment loué les 9 chambres, ils ont été obligés de céder et on a pu négocier pour que je puisse me baigner devant les médias qui étaient invités en burkini, avec une femme en burkini. Donc tout ça pour vous dire que toutes ces actions que j'ai menées ont conduit à une condamnation sur un dossier complètement faux, à 18 mois de prison et surtout à l'interdiction de faire du business en France, alors que j'étais condamné et malade en Algérie pendant 4 ans entre décembre 2019 et janvier 2023. Tout ça pour vous dire que l'engagement militant pour les libertés fondamentales, pour la liberté vestimentaire, ça peut coûter extrêmement cher. Et à ce jour, je suis toujours interdit de faire du business en France. J'ai même été incarcéré en France, à Fresnes, entre octobre et décembre 2023, parce que je me suis rendu volontairement suite à l'émission d'un mandat d'arrêt international. Il faut savoir que les Français pensent toujours que les Algériens sont des fugitifs, comme l'ancien ministre algérien Abdeslam Bouchouareb, ou comme l'écrivain algéro-français Kamel Daoud, qui refuse de répondre à la justice algérienne. Non, je ne suis pas un fugitif. Oui, j'assume mes déclarations et mes actes, et c'est la raison pour laquelle je me suis rendu volontairement le 5 octobre 2023 à la justice française en filmant ma reddition à l'aéroport d'Orly. Mon message au travers de toutes ces actions militantes, c'est de dire que l'engagement militant peut coûter extrêmement cher, à la fois sur le plan personnel, sur le plan des libertés, sur le plan du confort matériel et sur le plan de l'image. Car les Français, notamment les médias français, ont tout fait pour salir mon image auprès du public algérien. Il faut savoir que je suis très populaire en Algérie, notamment auprès des jeunes. Mais alhamdoulilah, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux livres que j'ai publiés, j'ai pu démontrer que tout cela était une cabale. Donc, que ce soit dans le livre Le Voltaire du Niqab ou mon combat contre la dictature algérienne, où je parle de ces péripéties en France. Alors rentrons dans le vif du sujet. Retailleau parle d'une humiliation de la France parce que l'Algérie a refusé d'accueillir un OQTF. Il veut supprimer l'accord de 68 qui facilite l'immigration algérienne vers la France. Est-ce que, selon vous, c'est un acharnement contre l'Algérie déguisé en réforme ? Il faut savoir que le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, qui au passage ne veut pas me délivrer un titre de séjour de 10 ans, mais c'est pas grave, heureusement qu'il y a les États-Unis qui accordent des visas. M. Retailleau aspire non seulement à être président du Parti des Républicains, mais aussi à se porter candidat pour les élections présidentielles qui ont lieu en avril-mai 2027. Et il a découvert que le dossier algérien lui a permis de monter très haut dans les sondages. Donc son objectif, c'est de continuer à alimenter non seulement ce bras de fer avec l'Algérie, en instrumentalisant la question de la communauté algérienne de France qui est riche de 5 millions d'âmes, mais aussi de mettre en place ce qu'il appelle une réponse graduée pour obliger l'Algérie à obéir à ses injonctions, à son diktat. Donc il utilise la question des OQTF, c'est-à-dire les personnes sans papier qui ont l'obligation de quitter le territoire français, mais aussi il a menacé aussi l'Algérie de remettre en question l'accord de 68 si elle ne libérait pas l'auteur algéro-français qui est français depuis simplement quelques mois, qui s'appelle Boualem Sansal, qui est d'abord algérien avant d'être français sur ordre du président de la République, M. Emmanuel Macron. Donc on voit bien que l'Algérie est devenue un fonds de commerce pour le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, qui à très petit coût, à faible coût, lui a permis d'être l'homme politique le plus populaire de France. Et
très probablement celui qui peut devenir le futur président de la République française. Alors moi, je rappelle simplement à M. Bruno Retailleau qu'avant de donner des leçons à l'Algérie, il devrait regarder un peu les livres d'histoire et voir que la France, en 1945, non seulement a fait condamner, exécuté un grand écrivain qui s'appelait par exemple Robert Barzillac, c'était le 6 février 1945. Elle a aussi condamné à mort et aux travaux forcés un grand écrivain, grand journaliste et grand académicien qui s'appelle Charles Maurras, a fait condamner aussi un grand écrivain qui est la référence de la gauche française, notamment de François Mitterrand, qui s'appelle Lucien Rebatté, a fait condamner aussi un grand écrivain qui est étudié dans tous les lycées de France et qui s'appelle Célil. Bref, pour reprendre une formule du général de Gaulle qui disait dans un de ses ouvrages que le talent est un titre de responsabilité. Et apparemment, Monsieur Bruno Retailleau ne lit pas assez ces classiques. Et pourquoi les politiciens français, justement comme Retailleau ou les députés du RN, tapent toujours sur l'Algérie à l'approche des élections? Est-ce que, selon vous, c'est devenu une stratégie électorale? Oui, l'Algérie est devenue le ciment électoral le plus, on va dire, le moins cher, le plus rentable pour monter dans les sondages et se propulser à la tête de l'État français. Pourquoi? Car il y a une histoire qui est très mouvementée, très douloureuse entre l'Algérie et la France. Je vous rappelle qu'entre 1830 et 1962, l'Algérie a vu le massacre de 5,5 millions de martyrs, que ce soit par les armes, par la famine, par les expropriations, par les viols. L'Algérie a vraiment vécu le martyre pendant cette colonisation extrêmement douloureuse. Et les Français n'ont pas digéré qu'entre juin et octobre 1962, 800 000 d'entre eux aient quitté l'Algérie, c'est-à-dire quitté leurs usines, quitté leurs terres, quitté leurs maisons, quitté leur confort sur le dos des 9 millions d'Algériens qui vivaient dans une pauvreté terrible. 90% des Algériens étaient alphabétisés en 1830 lorsque l'Algérie a été envahie par l'armée française et 132 ans plus tard, ces 90 millions d'alphabètes sont devenus des analphabètes à cause du code de l'indigénat, à cause de cette civilisation meurtrière que la France a apportée à l'Algérie. Donc oui, il y a beaucoup de ressentiment en France chez des millions de Français et quelque part, ces millions de Français, au travers de partis politiques comme le Rassemblement national ou les LR, veulent se venger de cet affront d'avoir été obligés de quitter l'Algérie entre juin et octobre 1962. Et c'est pourquoi, dans les prochaines élections, toujours l'Algérie sera utilisée, sera instrumentalisée pour gagner des points dans les sondages et pour gagner des élections sur le dos et du pays, c'est-à-dire l'Algérie, et de la communauté française d'origine algérienne. Vous avez souvent dénoncé les hypocrisies du système. Est-ce que Retailleau, c'est juste une version polie d'Éric Zemmour avec le même fond idéologique? Très clairement, oui. Alors, il faut savoir que M. Bruno Retailleau vient d'une région qui s'appelle la Vendée. La Vendée, c'est une région qui a beaucoup souffert après la Révolution française de 1789, notamment entre 1992 et 1994. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 200 000 Vendéens, on les appelait les Chouans à l'époque, qui ont été massacrés par la République française. Et devinez pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Chouans, les Vendéens, étaient des royalistes. Ils étaient contre la République française. Donc c'est la République qui a massacré les ancêtres de M. Bruno Retailleau. Et aujourd'hui, ce même Vendéen, ce même descendant des victimes de la République française est devenu un ministre de la République française. Donc, quelque part, il fait la même erreur que les Israéliens qui veulent faire payer les massacres dont ils ont fait l'objet de la part de l'Allemagne nazie en massacrant eux-mêmes les Palestiniens qui ne sont pas responsables de la Shoah ni du génocide des 6 millions de Juifs en Europe. Donc, M. Bruno Retailleau, en tant qu'ancêtre des Chouans, en tant qu'ancêtre des Vendéens, veut se venger sur le musulman alors que c'est la République française qui a massacré les 200 000 Chouans. Ce ne sont pas les musulmans. Donc, nous avons affaire à un cas typique de psychanalyse où on se venge sur une autre cible plutôt que de se venger sur les véritables responsables du génocide vendéen qui avait été perpétré par la République française, dont aujourd'hui M. Bruno Retailleau est devenu le plus fidèle serviteur. Durant sa visite en Algérie, Jean-Noël Barrot a affirmé que le rideau est levé entre la France et l'Algérie. Est-ce que vous y croyez vraiment ou c'est juste un coup de com' pour calmer les choses?
Vous savez, la France, c'est comme le dieu romain Janus. Il y a le côté pile qui est positif, c'est la France des Lumières, la France de l'état de droit, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Mais il y a le côté face. C'est la France des ténèbres, la France des coups d'État, la France des assassinats ciblés, la France du double langage. Regardez, la France, en ce moment, elle réclame la libération de l'auteur algéro-français Boualem Sansal, mais dans le même temps, elle refuse d'extrader un ancien ministre algérien corrompu qui est protégé par la France. Ce ministre algérien a été condamné à 5 peines de 20 années de prison pour corruption et détournement de fonds, et pourtant, le président Emmanuel Macron, qui est l'ami de ce Abdeslam Bouchoueb, l'ancien ministre de l'Industrie, refuse de l'extrader. Donc Jean-Noël Barrot, il fait partie de ce double visage de la France. C'est le côté pile, le côté gentil, le côté diplomatie, le côté belle promesse. Mais le côté face, c'est Bruno Retailleau, celui qui menace l'Algérie, celui qui veut mettre en place un rapport de force avec l'Algérie, celui qui veut rabaisser l'Algérie. Bref, on a vu ce que la France a fait entre 1830 et 1962 en Algérie. Je n'ai absolument aucune confiance en l'État français, notamment sa dimension face, cette dimension négative, cette dimension qui veut faire plier notre pays, qui veut massacrer son image. Regardez les unes de presse depuis que la crise entre Alger et Paris a commencé à partir du 30 juillet 2024. C'est scandaleux comment les médias français, les hommes politiques français, les intellectuels français, les diplomates français, jour et nuit, matin, midi et soir, ne cessent de dénigrer l'Algérie. Donc évidemment qu'on ne peut pas faire confiance à l'Algérie, surtout à la France, surtout quand on entend un ancien juge antiterroriste qui s'appelle Marc Trevidic, qui dit qu'il serait heureux si il y avait un renversement de régime algérien, et comme par hasard, personne n'a porté plainte contre lui, personne ne s'est offusqué de sa déclaration. Donc j'invite les autorités algériennes à ne surtout pas faire confiance à l'État français, que je distingue de la République française. La République, elle est belle, c'est la République des Lumières, mais l'État, c'est l'État des ténèbres. Boualem Sansal est toujours en prison en Algérie. Il a été condamné pour ses propos sur les frontières avec le Maroc et pour avoir comparé l'Algérie à une dictature. Quelle est votre opinion sur cette condamnation? Alors, il faut savoir que l'auteur algéro-français Boualem Sansal, qui était haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie, donc au moment où le ministre était Abdeslam Bouchoueb, qui est aujourd'hui protégé par la France. Donc on voit bien que ces deux hommes sont protégés par la France. Donc il était d'abord le directeur central de l'industrie, donc au ministère de l'Industrie, donc avant 1999, et ensuite il est devenu auteur. Il faut savoir que Boualem Sansal n'est pas dans une prison algérienne. Il est dans une section pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha à Alger. Car vous pouvez imaginer, moi qui connais bien les prisons algériennes, j'en ai fait 4. J'ai fait la prison de Holéa, de Chlef, de l'Abies Sédéchir dans le désert algérien et Al-Harrach, qui est une des plus vieilles prisons d'Algérie. Croyez-moi que s'il était en prison, au bout de 5 minutes, il ne serait plus vivant. Car vous connaissez l'état d'esprit algérien. Ils acceptent tout sauf la trahison. Et aujourd'hui, Boualem Sansal est considéré comme un traître à la nation algérienne. Donc les propos qu'il a tenus sont absolument condamnables et inacceptables, surtout de la part d'un homme qui a été payé par l'État algérien, qui était haut fonctionnaire du ministère de l'Industrie algérien. Comment on peut accepter qu'un homme qui a bénéficié de la confiance de l'État algérien, des institutions algériennes, ait pu tenir des propos aussi scandaleux? Et je suis totalement d'accord avec la justice algérienne qui a fait son travail en le condamnant à 5 ans de prison. Et au passage, c'est une très faible peine que d'être condamné à 5 ans de prison. Car il faut savoir que dans mon cas, j'ai été condamné à 6 années et demie de prison. Tout cela parce que j'avais demandé à boycotter les élections présidentielles et que j'avais demandé à protéger les intérêts pétroliers et gaziers algériens, et notamment parce que j'avais manifesté devant la prison de Chlef pour demander la libération de 270 détenus politiques algériens. Donc on voit bien que la justice algérienne est extrêmement clémente avec Boualem Sansal, et étant donné les pressions dont fait l'objet le président de la République et la justice algérienne, il est à prévoir que Boualem Sansal bénéficie d'une grâce dans les prochaines semaines. Mais là aussi, si le président de la République décidait de le gracier, j'espère que l'Algérie ne va pas l'envoyer en France et que l'Algérie va le placer sous
résidence surveillée jusqu'à la fin des élections présidentielles françaises d'avril-mai 2027, afin que cet homme-là ne soit pas instrumentalisé par des hommes politiques, notamment de droite et d'extrême droite, comme Marine Le Pen ou Bruno Retailleau, qui risquent de l'utiliser pour arriver au plus haut niveau de l'État français, c'est-à-dire à l'Élysée. Du coup, vous pensez que l'Algérie va le libérer et qu'il va pas effectuer ses 5 ans de prison? Tout semble croire que oui, il risque d'être libéré dans les prochaines semaines, mais moi j'ai proposé une idée en échange, parce que si l'Algérie le libère sans rien en échange, l'Algérie sera véritablement humiliée. Et pas que l'Algérie, le président de la République en personne sera humilié s'il renvoie Boualem Sansal sans rien en échange. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé un deal, c'est-à-dire un échange entre Boualem Sansal d'un côté et l'ancien ministre de l'Industrie algérien corrompu, Abdeslam Bouchouareb. Mais dans tous les cas, si l'échange devait s'effectuer, dans tous les cas, Boualem Sansal devrait rester en Algérie, dans sa maison à Boumerdès, jusqu'à la fin des élections présidentielle française d'avril-mai 2027. On va parler maintenant de Marine Le Pen. Suite à la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds du Parlement européen, elle parle de scandale judiciaire. Est-ce une tentative de victimisation selon vous? Vous savez que son père, son défunt père, Jean-Marie Le Pen, a toujours joué sur la carte de la victimisation pour essayer de s'attirer la sympathie d'un plus large électorat en France. Et il faut savoir que ça a marché. Le Front National, donc l'ancêtre du Rassemblement National qui a été créé en 1972, était un tout petit parti. Il y a 53 ans. Aujourd'hui, c'est la première force politique française, très loin devant le Parti socialiste ou les Républicains. Donc cette stratégie de Marine Le Pen, évidemment qu'elle va être payante, évidemment. Et on voit bien que cette stratégie a même réussi en à peine 24 heures à lui faire gagner un nouveau procès en appel dans à peine une année, alors que normalement les procès en appel ont lieu au bout de 2 à 3 années, surtout quand il s'agit d'un procès concernant une affaire aussi lourde. On voit bien que la décision du tribunal de Paris a été étayée sur plus de 150 pages. Donc on voit bien la lourdeur du dossier. Donc comment imaginer organiser un procès en appel à peine 12 mois après le procès en première instance? Donc oui, cette stratégie de victimisation est en train de fonctionner. Et il est à craindre que Marine Le Pen, si elle devait être éligible pour 2027, devienne elle aussi présidente de la République française. Donc il ne faut pas négliger cette possibilité, tout en sachant que Marine Le Pen a la possibilité de mettre en avant son plan B, qui est Jordan Bardella, qui est extrêmement populaire auprès de la jeunesse française. Et que pensez-vous du coup du RN qui accuse les juges d'être politisés dans le procès de Marine Le Pen? Vous savez, c'est une stratégie qui est très vieille de la part de la droite ou de l'extrême droite française. Déjà dans les années 30, lorsque Léon Blum, qui était chef du gouvernement à l'époque, on l'appelait le président du Conseil, notamment à partir de 1936, avait décidé d'interdire les ligues, que ce soit les ligues d'extrême droite ou les ligues communistes. À l'époque, l'extrême droite française avait dit que la justice française était aux ordres du gouvernement français et ainsi a toujours tenté de minimiser leur indépendance ou leur autonomie, et les juges français ont toujours été dénoncés par l'extrême droite française depuis les années 30. Donc ce que fait Marine Le Pen est en droite ligne de ce qu'ont fait les partis d'extrême droite depuis les années 30 en France. Et vous pensez qu'elle pourra se présenter en 2027? Aujourd'hui, et vous le savez mieux que moi, que le parti de Marine Le Pen a le pouvoir de maintenir ou de tuer tout gouvernement de coalition. Il suffit que le Rassemblement national de Marine Le Pen vote une motion de censure et il n'y a aucun gouvernement français qui pourra résister jusqu'en 2027. Donc je crois, sans me tromper, que Marine Le Pen redeviendra éligible à l'approche des élections présidentielles de avril 2027. On va parler maintenant de la situation au Proche-Orient entre Israël et Gaza. Le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France pourrait reconnaître un État palestinien en juin 2025. En tant qu'Algérien, comment percevez-vous la position de la France sur ce dossier, notamment en comparaison avec la position traditionnelle de l'Algérie qui soutient fermement la cause palestinienne? J'aimerais dire, il était temps.
Il était temps, et il était temps. Vous savez que l'Algérie fait partie des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui compte 15 membres. Il y a 5 membres permanents que sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et l'Angleterre. Et il y a 10 membres non permanents qui sont non permanents pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'ils ont un mandat de 2 ans limité, alors que les 5 que je viens de citer ont un mandat indéfini. L'Algérie a toujours défendu la création d'un État palestinien. Et au même titre que 144 autres pays. Mais malheureusement, la France y est toujours opposée en disant que ce n'était pas le moment et avait pris prétexte du fait que le Hamas gérait Gaza et qu'en aucune manière la France ne voulait cautionner un futur État palestinien où le mouvement Hamas aurait un rôle important. Et c'est la raison pour laquelle il y a 2 mois, j'avais proposé à la diplomatie algérienne de défendre l'idée de la création d'un État palestinien, mais réduite provisoirement uniquement à la partie gérée par l'autorité palestinienne, c'est-à-dire en Cisjordanie, avec comme capitale Ramallah, et en laissant la question de Gaza gérée par le Hamas dans un deuxième temps. J'avais proposé ce modèle en m'inspirant de ce qu'avait fait l'Allemagne. Il faut savoir qu'en 1949, l'Allemagne avait été divisée en 2 pays. La RFA, la République fédérale d'Allemagne, et la RDA, la République démocratique d'Allemagne. Et en 1990, ces 2 pays ont été réunifiés au sein de la République allemande actuelle. Donc, pour éviter d'avoir le veto et de la France et des États-Unis et de l'Angleterre à la création d'un État palestinien, à la reconnaissance d'un État palestinien, j'avais donc proposé à la diplomatie algérienne de se limiter dans un premier temps à la création d'un État palestinien uniquement par rapport à la Cisjordanie. Mais malheureusement, au mois de janvier dernier, lorsque l'Algérie était président du Conseil de sécurité, n'a pas voulu entendre mon conseil et finalement, il y a eu la reprise de la guerre à Gaza et avec des victimes qui sont aujourd'hui quotidiennes. Mais il faut quand même saluer cette initiative de la France de reconnaître un État palestinien. La seule chose que je regrette, c'est que cette reconnaissance qui va avoir lieu au Conseil de sécurité des Nations Unies en juin 2025 se fera lors d'une conférence conjointe avec l'Arabie Saoudite qui ne fait pas partie du Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que j'aurais préféré que cette déclaration se fasse avec l'Algérie qui, elle, fait partie jusqu'à la fin de l'année du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous pensez que la reconnaissance de l'État palestinien par la France pourrait influencer d'autres pays à emboîter le pas et contribuera à la paix dans la région? Aujourd'hui, sur 192 pays, il y a 145 pays qui reconnaissent qui sont prêts à reconnaître la création d'un État palestinien. Mais tant que vous n'avez pas l'accord des 5 grands, c'est-à-dire États-Unis, Russie, Chine, Angleterre, France, il n'y aura jamais d'État palestinien. Et moi qui connais très bien les États-Unis d'Amérique, sachez que tant que le Hamas sera à Gaza, je dis bien, jamais les États-Unis ne reconnaîtront un État palestinien. La seule possibilité pour que les États-Unis, avec l'Angleterre et bien sûr la Russie, la Chine et la France reconnaissent un État palestinien, c'est si nous séparons Gaza de la Palestine. Là, oui, nous pouvons espérer que les États-Unis, avec l'Angleterre et les autres, reconnaîtront un État palestinien. Mais tant que cet État palestinien recouvrira aussi Gaza, croyez-moi, les États-Unis ne le reconnaîtront jamais. Et c'est la raison pour laquelle je demande à la diplomatie algérienne d'œuvrer pour que la reconnaissance de l'État palestinien se fasse par étapes. D'abord la Cisjordanie, et ensuite, quand l'État palestinien sera reconnu sur la base de la Cisjordanie actuelle, ensuite, lorsque l'autorité palestinienne sera souveraine à Gaza, là, on pourra rajouter Gaza dans le futur État palestinien. Comment évaluez-vous le rôle de l'Algérie en tant que médiateur potentiel dans ce conflit? Aujourd'hui, l'Algérie ne joue aucun rôle dans le conflit palestinien. Le président Saad Benmajid Tebboune a fait le maximum à partir de 2020 pour rassembler l'ensemble des factions palestiniennes. Je vous rappelle qu'il avait réussi à réunir l'ensemble des factions palestiniennes donc lors de son premier mandat à Alger. C'était exceptionnel. Il avait réussi à réunir à la fois les responsables de l'autorité palestinienne, les responsables du Hamas. Donc il y avait un espoir à l'époque. Mais l'attaque terroriste, il faut le dire, le mouvement Hamas est un mouvement de résistance. Mais l'attaque du 7 octobre 2023 est une attaque terroriste. Et cette attaque terroriste du Hamas a
vraiment briser tout l'effort de médiation de l'Algérie pour faire reconnaître dans un délai raisonnable la création d'un État palestinien. Et aujourd'hui, nous voyons que ceux qui sont à la pointe de la question palestinienne, ce sont l'Égypte, qui ont réussi à faire adopter un plan de reconstruction de Gaza autour de 53 milliards de dollars, et l'Arabie Saoudite. Et le fait que la France ait décidé d'associer l'Arabie Saoudite à la reconnaissance de l'État palestinien en juin à New York et pas l'Algérie, en dit long sur la volonté de la France d'écarter l'Algérie de ce processus de reconnaissance de l'État algérien. Et en cela, il faut dire que notre diplomatie est en partie responsable, car si notre diplomatie algérienne avait écouté mon conseil en janvier dernier, je crois que c'est l'Algérie qui aurait été choisie par la France pour reconnaître l'État palestinien et non pas l'Arabie Saoudite. Alors sur Louis Sarkozy, il a proposé de brûler l'ambassade d'Algérie suite à l'arrestation de Boualem Sansal. Quelle est votre réaction à ces propos? Vous savez, lorsque Louis Sarkozy avait dit que si j'étais aux manettes, je brûlerais l'ambassade d'Algérie, j'étais le premier à dire que l'Algérie devait porter plainte immédiatement. Oui. Vous savez que l'Algérie a attendu 1 mois avant de se décider à porter plainte. Elle avait laissé l'initiative à une petite association que je tiens à saluer, qui est l'Union algérienne, mais qui n'avait pas la capacité de porter plainte. Il faut savoir qu'en France, pour porter plainte, donc avec constitution de partie civile, lorsqu'on est une association, il faut avoir 5 années d'existence. Et cette association avait à peine 2 années d'existence. Donc je crois que notre diplomatie algérienne, qui n'a plus d'ambassadeur à Alger depuis le mois de juillet 2024, elle sous-estime ces attaques répétées de certains comme Louis Sarkozy qui veut brûler l'ambassade d'Algérie, de l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic qui dit qu'il serait heureux s'il y avait un renversement de régime en Algérie. Je crois que l'Algérie devrait mettre en place urgemment un soft power, c'est-à-dire mettre en place des équipes sur le plan juridique, sur le plan médiatique, sur le plan intellectuel et sur le plan diplomatique pour défendre à la fois les intérêts de l'Algérie et les intérêts de la communauté algérienne en France. Et en cela, je crois qu'il y a un certain amateurisme chez les diplomates algériens qui gèrent le dossier français et c'est hautement regrettable. Louis Sarkozy a demandé l'aide de Donald Trump pour libérer Boualem Sansal. Est-ce une approche diplomatique crédible selon vous? Non, Louis Sarkozy, au-delà du fait qu'il ait la nationalité américaine, n'a absolument aucune audience aux États-Unis. Je vous rappelle juste une information. Louis Sarkozy voulait s'engager dans les marines américaines, c'est-à-dire dans l'armée américaine. Mais vous savez que pour être accepté dans l'armée américaine, il faut avoir uniquement une seule nationalité, c'est-à-dire la nationalité américaine. Et Louis Sarkozy n'a pas eu le courage qui était le mien, qui était de renoncer à sa nationalité française. Donc Louis Sarkozy est un raté, à vrai dire. Louis Sarkozy n'est absolument pas considéré aux États-Unis. Donc sa déclaration, c'est vraiment juste une façon d'attirer l'attention des médias français parce qu'il s'appelle Sarkozy. S'il avait un autre nom, personne n'écouterait ses déclarations. Sur son père, le parquet a requis une peine de 7 ans de prison contre Nicolas Sarkozy pour le financement illégal de sa campagne par le régime de Kadhafi. Selon vous, est-ce mérité? Est-ce que vous pensez qu'il sera condamné lourdement? Vous savez, si on se souvient que c'est à cause de l'ancien président, M. Nicolas Sarkozy, et de l'intellectuel Bernard-Henri Lévy, que la Libye a été complètement dévastée, détruite depuis 2011, à vrai dire, l'ancien président français devrait être condamné par la Cour pénale internationale de La Haye, étant donné la gravité de ce qu'il a fait en Libye, non seulement contre l'État libyen, mais contre le peuple libyen. Il faut savoir que depuis la chute de Kadhafi, en octobre 2011, non seulement la Libye est dévastée, mais c'est l'ensemble du Sahel qui est en proie à des groupes terroristes qui ont pris les armes qui étaient en Libye. Donc normalement, il devrait être condamné par un tribunal international. Donc les 7 années dont on parle, ça ne recouvre que le financement libyen de la campagne présidentielle française, mais il faudrait le juger sur sa responsabilité dans la destruction de tout un pays, de tout un peuple. Que pensez-vous des prises de position de Dominique de Villepin sur l'Algérie, sur Gaza, et pensez-vous qu'il ferait un bon président en 2027? Alors, je vais vous répondre en 2 temps. J'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises M. Dominique de Villepin, lorsqu'il était notamment secrétaire général à l'Élysée lors de la présidence de feu Jacques Chirac et lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. Je l'avais rencontré notamment avec le président du collectif banlieusiste, M. Hassan Ben Mbarek.
Et je tiens à vous dire que Dominique de Villepin, depuis son discours de 2003 contre l'invasion américaine de l'Irak, a été extrêmement courageux. Mais M. Dominique de Villepin s'est toujours considéré comme un serviteur de l'État. Et lorsque je l'avais rencontré au moment des émeutes urbaines en octobre 2005, il m'avait dit que je tire ma légitimité du président de la République. À l'époque, il était Premier ministre. Monsieur Dominique de Villepin n'est pas un homme politique. C'est pas un homme qui va serrer des millions de mains comme Jacques Chirac. Je vous rappelle que Jacques Chirac était connu comme l'homme politique avait serré à peu près 1 million de mains. Dominique de Villepin est brillant à l'Assemblée générale des Nations unies. Dominique de Villepin est brillant sur les plateaux de télévision. Dominique de Villepin est brillant lors des conférences dans les salons feutrés. Mais Dominique de Villepin n'est pas un homme politique qui va aller visiter les 36 000 villages de France. Dominique de Villepin ne va pas aller dans les banlieues, ne va pas aller dans les campagnes. Dominique de Villepin ne va pas aller dans les usines, ne va pas aller dans les hôpitaux désaffectés. Non. Dominique de Villepin ne pourra jamais être président de la République française car Dominique de Villepin est un serviteur de l'État et Dominique de Villepin n'est pas un homme politique. Alors cette semaine à l'Assemblée nationale, Aymeric Caron a affiché des images d'enfants palestiniens victimes du conflit à Gaza, ce qui a provoqué l'indignation de Caroline Yadan et de Yael Braun-Pivet, qui l'ont accusé ainsi que LFI d'antisémitisme. Que pensez-vous de cette situation et des accusations portées contre lui et LFI? Le député Aymeric Caron est un député très courageux et nous avons vu ses prises de position lorsqu'il était déjà journaliste. Donc c'est un homme courageux qui évidemment va gêner certains lobbies qui veulent absolument dépeindre l'ensemble du peuple palestinien comme un peuple terroriste et présenter le peuple israélien comme un peuple de victimes, comme l'image que les Juifs d'Europe, et à juste titre, avaient lorsqu'ils avaient été victimes de la barbarie du régime nazi. Non. Il faut le dire et le rappeler, le peuple palestinien n'est pas un peuple terroriste. Le Hamas est un mouvement de résistance qui, oui, a commis un acte terroriste le 7 octobre 2023, mais ce n'est pas parce que le Hamas a commis cet acte terroriste le 7 octobre 2023 que l'ensemble du peuple palestinien, et en particulier à Gaza, est terroriste. Oui, le peuple de Gaza est un peuple de victimes du génocidaire Benjamin Netanyahou, qui est aujourd'hui poursuivi par le tribunal international de La Haye pour crime génocidaire, crime contre l'humanité. Et en cela, il faut saluer la démarche de M. Aymeric Caron, qui est là pour donner un visage à ces victimes du génocidaire Benjamin Netanyahou. Apathy a jeté un pavé dans la mare en comparant les massacres français en Algérie au massacre d'Oradour-sur-Glane, ce qui lui a valu d'être viré par RTL. Pensez-vous que cette affaire met en lumière une difficulté en France à aborder le passé colonial et ses atrocités? Oui, à l'évidence, Jean-Michel Apathy, qui n'a pas fait l'ENA, qui n'a pas fait Sciences Po, qui est un autodidacte très courageux comme Aymeric Caron, a dit ce que beaucoup pensent tout bas. Vous savez, la question des enfumages, je la connais bien puisque j'habite à 5 kilomètres d'une célèbre enfumade du général Pelletier sous la houlette du général Bugeaud avait commise avec Saint-Arnaud, donc à Sber. Vous savez qu'il y a les enfumades de Tahra qui est à 30 km de chez moi et les enfumades de Sber qui sont à 5 km de chez moi. Les Français de l'époque avaient enfermé dans une grotte 1000 personnes, des femmes, des enfants, des bébés et même des chèvres et des moutons en les enfermant, en brûlant du foin pour les asphyxier. Oui, c'est horrible ce qu'a fait l'armée française, l'armée coloniale française. Mais ce qu'a dit Jean-Michel Apathy, c'est ce qu'il y a dans une centaine de livres que je pourrais vous citer. C'est pas le propos d'aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, rappeler à la conscience française que l'armée française a commis les mêmes crimes génocidaires que l'Allemagne nazie ou l'armée de Benjamin Netanyahou, c'est pas audible, ça ne se dit pas, car aujourd'hui, il faut simplement dire que le Hamas est terroriste. Il faut surtout pas dire que l'armée française a commis des crimes abjects, un crime contre l'humanité. La France a beaucoup de mal à regarder ce qu'elle a fait en Algérie. Et pour preuve, il suffit de se rappeler de cette proposition de loi qui avait été votée en 2005 en disant que
la colonisation était un bienfait de la civilisation. Vous vous rendez compte, la France, qui avait oublié tous ces massacres, 5,5 millions de morts en Algérie, mais il fallait dire que la colonisation française était un acte de civilisation, un bienfait de la civilisation. Car les Français font un amalgame entre ce qu'il y a de beau en Algérie et qui a été fait à destination exclusivement des colons. Je vous rappelle que les routes en Algérie, les hôpitaux en Algérie, les belles demeures en Algérie, les belles façades en Algérie, c'était uniquement pour le million de colons. C'était pas pour les 9 millions d'indigènes. Car je vous rappelle que la République française, sous la houlette de Jules Ferry, avait mis en place en 1881, 82, etc., le code de l'indigénat. Les Algériens étaient considérés comme des indigènes, c'est-à-dire au même niveau que des animaux. Mais ça, évidemment, les Français ne veulent pas le dire. Il y a eu les travaux forcés jusqu'en 1946. Et les Français, ça aussi, ne veulent pas le dire. Donc oui, la France a apporté des choses formidables en Algérie, mais c'était uniquement pour les colons, pas pour les habitants. Car les Français à l'époque pensaient rester 1000 ans en Algérie. Ils pensaient pas que leur aventure allait s'arrêter au bout de 132 ans. Vous savez, ces thèmes-là sont extrêmement délicats et douloureux, surtout quand ils sont instrumentalisés sur le plan politique par des partis d'extrême droite ou de droite dure. Aujourd'hui, je suis partisan d'un nouveau partenariat entre l'Algérie et la France, mais d'égal à égal, comme on dit aux États-Unis, win-win. On doit être gagnants tous les deux. Je suis par exemple partisan de la remigration positive des 5 millions d'Algériens vers le pays d'origine en Algérie, à la fois pour développer l'économie algérienne et surtout pour consolider l'état de droit et la démocratie algérienne. Car ces 5 millions d'Algériens sont habitués à une économie moderne, sont habitués à l'état de droit, sont habitués à la démocratie en France. Et je pense que nous avons besoin de ces 5 millions d'Algériens pour développer l'économie et consolider l'état de droit en Algérie. Mais pour cela, il faut avoir les moyens d'accueillir 5 millions d'Algériens au niveau des logements, au niveau des hôpitaux, des cliniques, des écoles, des services publics, des infrastructures. Donc pour cela, il faut renégocier les contrats de gaz et de pétrole avec la multinationale Total qui, aujourd'hui, bénéficie de 25 années de gaz gratuit dans le gisement de TFT, dans le sud algérien, et bénéficie de 25 années de pétrole gratuit dans le deuxième plus grand gisement de pétrole algérien, à Hassi Berkine. Donc si nous arrivons à renégocier ces deux contrats avec l'entreprise Total, nous pourrons accueillir dans de bonnes conditions sur 10 à 20 ans les 5 millions d'Algériens qui souhaitent développer l'économie de notre pays et développer l'état de droit et la démocratie. Alors, que pensez-vous de la proposition de Laurent Wauquiez, député LR comme Bruno Retailleau, d'envoyer des personnes sous OQTF à Saint-Pierre et Miquelon? Vous savez, Laurent Wauquiez est en mauvaise passe par rapport à son concurrent, M. Bruno Retailleau, pour devenir le prochain président du parti Les Républicains. Donc évidemment, il fait des propositions pour attirer l'attention des médias et ainsi mobiliser son électorat en vue des prochaines élections qui auront lieu au mois de mai. Monsieur Laurent Wauquiez se trompe de stratégie. En tant qu'Algérien, en tant qu'homme politique algérien, moi je suis favorable à ce que tous les Algériens reviennent en Algérie, à commencer par les 20 000 médecins, les ingénieurs, les informaticiens, les universitaires, les intellectuels. Moi, j'aimerais que toute cette élite algérienne fasse l'objet d'une OQTF, d'une obligation de quitter les territoires français pour développer l'Algérie. Il faut savoir que les OQTF, c'est pas simplement des sans-papiers, aussi courageux soient-ils, qui ne connaissent pas la langue française, qui ont été obligés de quitter l'Algérie sur des embarcations de fortune. Et il faut savoir qu'en 2023, plus de 2000 Algériens sont morts en mer Méditerranée. Donc, je soutiens l'idée de M. Laurent Wauquiez, mais à condition que ces OQTF concernent l'élite algérienne, celle que je viens de citer, c'est-à-dire les médecins, les docteurs, les physiciens, les informaticiens, les ingénieurs, les architectes, les universitaires, les journalistes. Oui, je suis d'accord, mais pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais en Algérie, dans le pays d'origine, bien sûr. Par rapport aux tensions entre l'Algérie et le Mali, sont de plus en plus tendues, notamment après l'incident du drone malien abattu par l'Algérie. Comment voyez-vous cette escalade et quelles en sont les conséquences potentielles pour la région? Alors, vous savez, mon cher Hamdi, que je suis un panafricaniste convaincu. Avec mon fils, en septembre 2023, nous avons parcouru 8 pays d'Afrique de l'Ouest et j'ai eu l'occasion de rencontrer un grand intellectuel et écrivain malien qui s'appelle Ousmane Diarra, avec qui nous avons discuté et échangé très fraternellement donc à Bamako.
Et nous avons rappelé ces liens historiques qu'il y avait entre l'Algérie et le Mali, et notamment lorsqu'il y a eu la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc en octobre de 1963. Il faut savoir qu'il y a eu 1000 soldats maliens et éthiopiens qui ont sécurisé 1000 kilomètres de frontières entre l'Algérie et le Maroc pour empêcher ces deux pays de se faire la guerre. Donc moi, en tant qu'historien, je n'ai pas oublié cette action fraternelle du Mali pour sécuriser la frontière algéro-marocaine. Le problème, c'est qu'à l'époque, dans les années 60, il y avait un grand président malien qui s'appelle Modibo Keïta, qui était un vrai panafricaniste. Entre-temps, vous savez que le Mali a connu 3 coups d'État pendant les 3 dernières années entre 2020 et 2022. Et ça a créé une instabilité avec la multiplication de groupes terroristes, et on voit bien qu'il y avait, avec un discours très populiste, très vindicatif contre l'Algérie, et en cela, il faut dénoncer l'action des groupes de mercenaires Wagner. Là, on voit bien qu'il y a une double stratégie de la Russie. D'un côté, nous sommes un des grands et fidèles clients de la Russie en termes d'armement militaire, mais d'un autre côté, la Russie, au travers de ses groupes paramilitaires, joue contre les intérêts de l'Algérie en déstabilisant toute la région du Sahara et du Sahel, depuis le Tchad jusqu'en Guinée. Et ça, l'Algérie ne peut pas l'accepter. Nous avons des relations historiques avec la Russie, mais nous ne pouvons pas accepter que la Russie instrumentalise des gouvernements, notamment des gouvernements militaires, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, pour créer des conflits avec l'Algérie. Et l'affaire de ce drone, qui est hautement regrettable et qui aurait pu se régler de façon diplomatique entre nos deux pays, a connu des conséquences regrettables avec la décision des 2 partenaires du Sahel, du Mali en l'occurrence, le Burkina Faso et le Niger, qui ont décidé de rappeler leur ambassadeur. Ensuite, l'Algérie a décidé d'interdire l'espace aérien algérien aux avions maliens, et le Mali a réagi aussi en interdisant aux avions algériens l'accès au territoire malien. C'est très regrettable, mais je pense que l'Algérie doit faire la différence entre le conflit qu'elle a avec les autorités maliennes, et j'espère que ce conflit est provisoire, avec la relation fraternelle que nous avons avec le Niger. Car vous savez que le 11 février 2025, nous avons signé un accord très important à Alger, entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria, pour la mise en place d'un gazoduc qui livrerait 30 milliards de mètres cubes de gaz du Nigeria à destination de l'Europe, et ce gazoduc de plus de 4000 km passerait par le Nigeria, le Niger, l'Algérie, la Tunisie, et irait en Italie et déverserait donc ces 30 milliards de mètres cubes de gaz nigérien à l'Europe. Ce contrat est très important, ce projet est très important à la fois pour l'Afrique et pour l'Algérie, et il ne faut pas que cette affaire du drone malien vienne saboter ce projet qui date de 1980. En cela, je demande à l'Algérie d'avoir une diplomatie beaucoup plus chirurgicale à l'endroit de ces 3 pays du Sahel pour ne pas saboter nos intérêts en Afrique. Justement, le Mali s'est rapproché avec la Russie, ce qui a exacerbé l'Algérie. Pensez-vous que cette alliance avec la Russie va encore plus aggraver la situation? Oui, très clairement, oui. Aujourd'hui, la Russie n'est plus l'allié de l'Algérie. Si la Russie était l'allié de l'Algérie, elle ne favoriserait pas ses pouvoirs militaires au Niger, au Burkina Faso, au Mali, dans une confrontation diplomatique et politique, et même militaire, avec l'Algérie. Donc l'Algérie aujourd'hui doit tenir compte de l'évolution de la situation sur le terrain, et elle devrait davantage trouver un terrain d'entente avec les États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui sont le véritable gendarme du monde. Donc quels que soient les choix politiques et diplomatiques du président américain Donald Trump, je crois que l'Algérie devrait avoir une diplomatie plus multilatérale, ne plus simplement se reposer sur la Russie pour son équipement militaire. Et en cela, je tiens à saluer la décision
du ministre délégué à la Défense, M. Chengreha, qui a décidé de signer une convention militaire avec le chef de l'AFRICOM, donc américain, de façon à diversifier le matériel militaire pour notre armée. L'Algérie aujourd'hui doit tenir compte de l'évolution de la situation à la fois en Afrique mais dans le monde entier, et elle devrait aussi en tenir compte dans la façon dont elle appréhende la question du Sahara occidental, car je trouve que malheureusement nous n'avons pas évolué en 50 ans et il faudrait que l'Algérie reprenne mon idée d'une double souveraineté sur le Sahara occidental, double souveraineté entre l'Algérie et le Maroc pendant 10 ans pour que le Maroc ne triomphe pas auprès des instances internationales. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a exprimé sa profonde inquiétude face à cette crise. Quels efforts diplomatiques devraient être faits pour apaiser les tensions entre l'Algérie et le Mali selon vous? Alors, il faut savoir que il y a quelques mois, les 3 pays en question, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso, se sont retirés de la CEDEAO. Donc la CEDEAO, c'est une organisation donc de l'Ouest de l'Afrique, qui est une organisation économique, et j'ai pu voir les bienfaits de la CEDEAO. On a beaucoup critiqué la CEDEAO, notamment au sujet de la question du franc CFA, mais je tiens à souligner qu'on peut voyager à l'intérieur de ces pays de la CEDEAO sans visa et avec la même monnaie, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, entre le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Libye ou l'Égypte, où nous avons des monnaies différentes, nous avons des visas, on a même une interdiction d'accéder entre l'Algérie et le Maroc. Bref, quels que soient les points négatifs de la CEDEAO, il n'en demeure pas vrai que cette organisation est assez souple pour essayer de créer une identité ouest-africaine importante de façon à rivaliser avec des grandes entités économiques et politiques comme l'Union européenne ou les États-Unis d'Amérique. Donc, les avertissements ou les conseils de la CEDEAO à l'endroit des 3 pays de l'AES, donc Mali, Niger et Burkina Faso, pour essayer de trouver un terrain d'entente avec l'Algérie, sont évidemment les bienvenus, mais je crains malheureusement que ces 3 pays donc de l'AES n'écoutent pas les conseils de la CEDEAO dans la mesure où ils se sont retirés de la CEDEAO. Donc je crois aujourd'hui que c'est à l'Algérie d'être extrêmement prudente pour ne pas tomber dans le piège que l'AES essaye de lui tendre. Je crois qu'il faut distinguer le conflit politique que nous avons avec le Mali, notamment la question des Touaregs. Les Touaregs, c'est une population donc berbère qui occupe le nord du Mali. Il faut distinguer le différend que nous avons avec le Mali des projets que nous devons mettre en place avec le Niger, avec qui les relations sont traditionnellement très bonnes. Je vous rappelle qu'il y a à peine 2 mois, nous avons eu la visite du ministre du pétrole du Niger. Nous avons envoyé de l'aide humanitaire au Niger, notamment par le biais du croissant rouge algérien. Donc, ne tombons pas dans le piège qu'essaient de nous tendre les décideurs maliens. Et je distingue les décideurs maliens du peuple malien, qui est un peuple frère, un peuple fraternel. C'est un problème politique que nous avons avec le Mali. Nous ne devons pas transposer ce problème politique que nous avons avec le Mali avec notre relation à la fois politique et économique avec le Niger, qui doit être un partenaire très important sur le plan gazier, au même titre que le Nigeria dans les prochaines années. Après toutes ces tensions et événements qu'on a vus, Rachid Nekaz, quelle direction envisagez-vous de prendre dans votre carrière ou votre engagement politique? Il faut savoir que j'ai eu la chance de bénéficier de 3 grâces présidentielles du président Abdelmadjid Tebboune, à la fois en février 2021, en juillet 2022 et en janvier 2023. Ces 3 grâces m'ont permis d'écourter mes passages en prison. J'ai fait 4 prisons en Algérie, j'avais été condamné à 6 années et demie de prison, et au final, j'ai été détenu et placé en résidence surveillée pendant 4 longues années. Suite à ma sortie de prison en janvier
2023, j'étais interdit de faire de la politique pendant 2 ans. C'est-à-dire que je n'avais aucun droit, ni droit politique, ni droit civil, ni droit administratif, ni droit financier, ni droits nationaux. Mais depuis le 19 janvier 2025, j'ai retrouvé tous mes droits. Donc aujourd'hui, je peux faire de la politique, je peux m'exprimer sur les différents problèmes économiques, politiques, sociaux ou pétroliers, énergétiques algériens, mais je n'ai pas le droit, pendant une durée de 10 années, d'être candidat à une élection, que ce soit les prochaines élections législatives qui auront lieu en juin 2026 ou les prochaines élections présidentielles qui devraient avoir lieu en septembre 2029. La seule chose qui pourrait me permettre d'être candidat à ces élections, c'est de pouvoir bénéficier d'une amnistie du président de la République, Si Abdelmajid Tebboune. Pour l'instant, on n'est pas à l'ordre du jour, mais quelle que soit la décision du président algérien, dans tous les cas, je continuerai à m'investir sur le terrain politique algérien avec comme objectif principal de rehausser l'image de l'Algérie au niveau international et de défendre les intérêts énergétiques de l'Algérie, notamment par rapport aux pressions très importantes des multinationales étrangères, notamment françaises. Je vous rappelle que sur le site gazier de TFT et sur le site pétrolier de Hassi Barkine, l'entreprise Total bénéficie grâce à la reconduction d'un contrat pendant 25 nouvelles années de gaz et de pétrole gratuit. Je sais que certains journalistes algériens incompétents n'ont pas compris ce que je disais quand je parlais de pétrole gratuit, de gaz gratuit. J'ai dit simplement que lorsque une multinationale investit dans un nouveau gisement, c'est tout à fait normal qu'en échange de cet investissement, elle puisse avoir une part importante de ce gisement de gaz ou de ce gisement de pétrole à hauteur de 25, 35 jusqu'à 49%. Mais quand un gisement de gaz et de pétrole fournit déjà du gaz et du pétrole, je prends l'exemple de Hassi Barkine. Hassi Barkine, c'est 400 000 barils jour, c'est 40% de la production quotidienne de pétrole algérien. Ce gisement de Hassi Barkine a déjà des infrastructures, est déjà en exploitation. Pourquoi voulez-vous reconduire pendant 25 nouvelles années un contrat avec Total, alors que normalement la Sonatrach, qui est la compagnie pétrolière algérienne, devrait bénéficier, après les 25 précédentes années, de 100% des revenus de ce gisement de pétrole. Et malheureusement, comme l'entreprise Total a un chiffre d'affaires qui est pratiquement l'équivalent du produit intérieur brut algérien, c'est-à-dire 237 milliards de chiffre d'affaires pour Total et 247 milliards de dollars de PIB pour l'Algérie, cette entreprise Total qui a autant de force que l'État algérien a décidé d'obliger notre pays à reconduire pendant 25 nouvelles années le contrat avec la Sonatrach au sujet de ce gisement de Hassi Barkine contre uniquement 1 milliard d'investissements. Est-ce que vous imaginez? Alors que ce gisement va rapporter en bénéfice net pour les 25 prochaines années 100 milliards de dollars. Et c'est la raison pour laquelle je dis que l'entreprise Total bénéficie de gaz et de pétrole gratuit pendant 25 nouvelles années au sujet de ces 2 gisements pour lesquels l'Algérie a été obligée de renouveler les contrats. Encore une fois, je parle uniquement de gisements déjà existants et non pas de gisements à découvrir. Merci Rachid Nekaz. Je vous en prie, monsieur Ramzi, je vous remercie beaucoup pour votre invitation.